Donc, bonjour à tous, je m'appelle Julie Nouliane, je suis une ancienne stagiaire de la CFUPL et aujourd'hui je suis ravie de vous montrer le protocole national qu'on a rédigé avec Christian Arthur et Audrey Savoie-Souvelé pour combler les lacunes des répartitions du muscardin en France. Donc pour resituer, je pense que la plupart de vous connaissez le muscardin. Le muscardin, c'est un petit rongeur arboricole et nocturne et qui est quand même assez difficile sur le terrain à observer. On sait qu'il est présent sur les 3/4 du territoire métropolitain, mais actuellement, on manque quand même de connaissances sur sa répartition. Donc pour resituer un petit peu historiquement, entre 2021 et 2023, il y a eu une petite quête qui s'est lancée avec l'application INPN Espèces, où ça a invité n'importe qui à rechercher des noisettes rongées par le muscardin et à prendre une photo de la noisette, et comme ça rentrait la donnée via cette application. Ensuite, Audrey, vous en avez parlé notamment lors de la précédente rencontre, il y a eu un lancement d'un stage de Master 2 qui a commencé en février 2023 et en août 2023, en collaboration avec la CECHENA et financé par la Fondation Nature et Découverte et Patrinat. Ce stage, c'est moi qui l'ai réalisé. Et durant ce stage, on a fait le point sur les différentes techniques qui permettent de détecter le muscardin. On a aussi fait une étude comparative pour tester plusieurs de ces techniques en même temps sur le terrain, et en vue d'une rédaction d'un protocole national pour détecter cette espèce. Et ce protocole national a du coup découlé d'une enquête qui a commencé en septembre 2024. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est le protocole qu'on a rédigé à travers les résultats de l'étude que j'ai menée sur le terrain pour tester différentes techniques de détection du muscardin. Alors, le but de l'étude, ça a été principalement de savoir quelle était la technique la plus efficiente pour détecter le muscardin. On avait deux critères, donc c'était l'efficacité et le coût. Durant cette étude, on a testé 7 techniques. Donc on avait la recherche de noisettes, les tunnels à empreintes, les tunnels à poils, les tunnels mixtes, c'était des tunnels qui récoltaient les poils et les empreintes en même temps, les appareils photo automatiques, la caméra thermique et les enregistreurs acoustiques. Ces 7 techniques, on les a testées au printemps dans 3 sites différents. Donc il y avait un site de type forestier, un site de type répiscive et un 3e site de type bocager. Sans grande surprise, je pense, pour tout le monde, la méthode qui a été la plus efficiente, ça a été la recherche de noisettes. Ça s'explique notamment par le fait qu'elle a un coût très faible. Durant notre étude, le coût par relevé en temps humain et en coût matériel, c'était vraiment celle qui a été le plus faible, comme vous pouvez le voir par rapport aux autres méthodes. Ensuite, ça a été aussi une technique qui nous a donné des résultats très rapidement et de manière très efficace, puisqu'on avait vraiment les données dans la journée en quelques heures. Elle nous a aussi permis de détecter le muscardin sur nos 3 sites, donc ça aussi c'était assez remarquable. Cependant, c'est assez à prendre du recul les données concernant cette technique, parce que vous savez que le muscardin était présent sur ces sites, et c'était initialement issu de données de la CECHENA qui étaient elles-mêmes basées sur la recherche de noisettes. Donc on savait qu'on allait trouver des noisettes sur les sites. Donc c'est à prendre avec du recul. Cependant, on a quand même sorti quelques limites de cette technique, et je trouve assez intéressante, c'est que notamment sur notre 3e site, sur le site bocager, on a rencontré le cas où on n'avait pas forcément de noisetiers qui étaient sur notre site. On a aussi rencontré le cas où des fois on avait des noisetiers, mais ils étaient trop jeunes pour faire des noisettes, donc on n'en trouvait pas pour trouver des noisettes du coup. Et on avait aussi un cas où des fois la végétation était trop dense au sol, donc pour trouver des noisettes c'était juste impossible. Donc on s'est posé la question de savoir quelle alternative on pouvait vous préconiser dans le protocole à côté de la recherche de noisettes. Malheureusement, je n'ai pas fait le temps pour tout vous expliquer les résultats de l'étude qu'on a menée, mais il y aura un article qui va être publié dans le prochain Ardicola, donc je vous invite à aller le lire. Mais en gros, les tunnels à poils, les tunnels mixtes, les enregistreurs acoustiques et la caméra thermique n'ont pas pu être préconisés au protocole. Ça s'explique notamment par le fait que les tunnels à poils, les tunnels mixtes et les enregistreurs acoustiques, il y a eu une trop forte incertitude sur nos données. Et la caméra thermique, c'est dû au fait qu'on a juste observé le muscardin juste une fois et sur un autre site, donc comme l'efficacité était assez faible, on a décidé de ne pas la préconiser pour ce protocole. Donc il nous restait juste les appareils photo automatiques et les tunnels à empreintes à départager. Donc là, je vous ai mis un graphique qui montre le pourcentage de données de muscardin en fonction du type de milieu et de la technique utilisée. Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est que déjà l'efficacité fluctue énormément en fonction de nos sites. Ça a été un peu la conclusion de toute l'étude, et que ce soit la recherche de noisettes ou ces techniques-là, ça fluctue énormément en fonction des sites. Cependant, ce qui est assez intéressant à observer, c'est que l'efficacité entre ces deux techniques, elles sont assez similaires. Il n'y a pas eu de différence significative entre ces deux méthodes. Donc c'est assez intéressant de voir sur cette efficacité. Et ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que le coût entre ces deux techniques est également similaire. Donc on n'a pas réussi à départager ces deux techniques.
Donc on a décidé pour ce protocole de vous proposer un arbre de décision en vous basant donc sur un site, en vous posant la question si vous avez la présence de noisetiers fructifiants et si les noisettes sont facilement visibles au sol. Si oui, vous utilisez la recherche de noisettes, sinon vous posez la question si vous avez des appareils photo automatiques à disposition pour votre étude, si oui, vous les utilisez, et sinon on vous propose d'utiliser les tunnels à empreintes. Ensuite, on s'est posé la question de savoir comment on vous préconise d'utiliser ces techniques. Alors pour la recherche de noisettes, on n'est pas allé très loin, on a fait comme vous, la plupart d'entre vous utilisez, c'est-à-dire de prospecter autour des noisetiers. Nous on l'a juste transcrit sur un transect de 100 mètres, donc vous prospectez le long d'un transect de 100 mètres à chaque noisetier jusqu'à temps de trouver une noisette rongée par le muscardin. En ce qui concerne les pièges photos, ça a été un peu plus compliqué puisqu'avant l'étude, on n'a pas trouvé dans la bibliographie de protocole standardisé pour l'utilisation de cette technique pour détecter le muscardin. Donc pour ce protocole, on s'est basé sur ce que nous, on a fait durant l'étude, c'est-à-dire un piège photo tous les 20 mètres sur 100 mètres. Ensuite, les tunnels à empreintes. Alors là, on avait trouvé quelques protocoles standardisés pour cette technique, notamment en Angleterre, ils utilisent cette technique pour détecter le muscardin dans les haies. Donc on s'est basé sur ça. Donc, on l'a juste modulé pour que vous permette d'utiliser peut-être moins de dispositifs sur un même transect pour vous permettre de prospecter sur davantage de sites. Donc on est parti sur 2 tunnels à empreintes sur chaque station tous les 20 mètres. Et il nous restait une question, c'était de savoir combien de temps on vous préconise de poser les 2 types de dispositifs. De la même manière, on s'est basé sur les résultats qu'on a obtenus durant l'étude. Donc là, vous avez 2 graphiques qui vous montrent le nombre de données de présence du muscardin en fonction du nombre de semaines et de la technique utilisée. Donc à gauche, vous avez les appareils photo automatiques et à droite, les tunnels à empreintes. Ce qu'on peut voir, c'est que le nombre d'appareils photo automatiques, il augmente légèrement, mais au fil des semaines. Contrairement aux tunnels à empreintes, où là, vraiment, on voit une augmentation de tunnels à empreintes qui détectent le muscardin drastiquement entre la semaine 1 et la semaine 2. Après, on a l'impression qu'entre la semaine 2 et la semaine 3, il y a une petite phase plateau. Donc en se basant sur ces résultats, alors les tunnels à empreintes, ça a été assez facile puisque du coup, on voyait vraiment une différence entre la semaine 1 et la semaine 2. Donc on a décidé de vous préconiser de les poser pendant 2 semaines. Et les appareils photo automatiques, on a essayé de trouver un juste milieu entre... Alors une semaine pour nous, ça nous paraissait trop court parce que pour nous, il y a quand même une phase d'habituation durant cette première semaine. Et du coup, on a essayé de trouver un juste milieu en se basant sur 2 semaines de prospection avec ces appareils photo automatiques. Ensuite, il fallait savoir aussi quand vous préconisez d'utiliser ces techniques. De la même manière, on s'est basé aussi sur vos retours, mais aussi sur la bibliographie et notre retour sur le terrain. Donc on vous préconise de prospecter durant la période de juin, parce que ça correspond à la période où il y a la période de reproduction, où les individus ont tendance à être quand même plus actifs. C'est là où moi j'ai prospecté durant l'étude. Et on vous préconise aussi de prospecter durant la période de septembre, où c'est aussi là où il y a les individus normalement qui sont potentiellement les plus nombreux, parce qu'on est après la période de reproduction et avant la période d'hibernation. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de prospecter à l'une de ces 2 périodes. Si la maille que vous avez prospectée par exemple en juin est négative, on vous reconseille de la reprospecter en septembre pour être sûr qu'elle est bien négative pour cette maille. Enfin, on se pose la question aussi, c'est de savoir où on vous préconise d'utiliser ces techniques, sur quel site. De la même manière, on s'est basé sur notre retour de terrain, mais aussi vos retours et la bibliographie. Ce qu'on a observé sur le terrain, sur les 3 sites où on a prospecté, c'est que c'était des sites où la végétation était assez dense. C'était des sites qui étaient assez différents, puisqu'on avait quand même de la forêt, du bocage et de la répicile. Mais c'était des sites qui étaient riches quand même en essences nourricières. On avait au moins 2 essences nourricières pour chacun des sites. Donc pour ce protocole, ce qu'on vous préconise, c'est de prospecter dans une maille 10 par 10 avec 4 sites à prospecter. Donc ces sites, ça peut être dans divers milieux, mais toujours avec dense en végétation. Donc ça peut être d'une pleine forêt, la lisière, la répicile ou la friche. Mais il faut que ces sites aient toujours au moins 2 essences nourricières pour le muscardin. Donc ça peut être du roncier, l'aubépine, le merisier. C'est détaillé notamment dans le protocole toutes les essences que vous pouvez retrouver. Alors, juste pour terminer, je suis allée un peu rapidement, mais je suis désolée. Je voulais juste faire un petit bilan. Donc l'enquête a commencé en septembre 2024. Donc là, on a réactualisé la carte de répartition de l'espèce, avec les quelques mailles qui ont été réactualisées. Donc ici, vous avez la carte de répartition du muscardin en février 2025. Donc vous avez toutes les carrés qui sont colorés, ce sont les mailles qui ont été réactualisées. Donc les carrés bleus, ce sont les données protocolées, et les carrés verts, ce sont les données opportunistes. Et les nouvelles mailles, ce sont les petits carrés en rouge. Je ne sais pas si vous allez voir.
Mais en gros, ce qu'il faut savoir, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a 2 nouvelles mailles qui ont permis de détecter le muscardin. Une maille en Auvergne qui a été prospectée par des agences du parc développement d'Auvergne, et c'est notamment une donnée protocolée de recherche de noisettes. Et une autre maille en Mayenne observée par un particulier, donc c'est une donnée opportuniste issue des recherches de nid. Ensuite, ce qui a été aussi intéressant pour ce début d'enquête, c'est que sur les 15 mailles qui ont été réactualisées, 11 venaient de données opportunistes. Donc ça montre aussi l'importance de ces grosses enquêtes à l'échelle nationale de communication. Enfin, ça permet de faire parler de l'espèce, mais aussi de faire remonter des données pour certaines personnes qui n'avaient pas encore transmis leurs données, notamment à l'ONS. Donc j'en profite, n'hésitez pas à transmettre vos données sur le muscardin pour actualiser cette carte. Et pour conclure, j'aimerais juste faire un rapide bilan sur l'importance d'une enquête nationale. Donc, dans ce cas, c'est de mettre à jour la carte de répartition de l'espèce du muscardin. Ce n'est pas seulement pour faire une jolie carte, hein. C'est vraiment afin d'évaluer son état de conservation et de réévaluer son statut de conservation dans certaines régions, notamment en vue des prochains rapportages Natura 2000. Ça permet aussi, comme on le dit souvent, d'enrichir nos connaissances sur l'espèce, en vue du prochain atlas sur les petits mammifères qui arrive bientôt sous 2 ans, il me semble. Mais aussi, on vous conseille durant ce protocole de remplir une fiche habitat, elle est facultative, mais elle nous permettrait aussi de modéliser les habitats favorables, donc ça nous permettrait aussi de peut-être prospecter dans certaines zones un peu plus intensément que d'autres. Et enfin, j'aimerais juste conclure sur, du coup, vous inciter à participer à ce protocole et à transmettre vos données, même si elles ne sont pas protocolées. N'hésitez pas à transmettre vos données pour vraiment nous aider à actualiser cette carte pour le muscardin. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Oui, une petite question par rapport aux protocoles qui ont été envisagés. Oui. Pourquoi est-ce que la recherche de nid a été écartée d'office ou n'a pas été envisagée? Alors, déjà, pour savoir, on ne l'a pas testé nous sur le terrain parce que d'après les retours et ce qu'on a vu en bibliographie, c'est assez chronophage comme technique. Et ça, enfin, en tout cas, moi par exemple, qui a prospecté sur les 3 sites, j'ai vu aucun nid. Pourtant, il y avait un site où le muscardin était très très présent et j'ai observé aucun nid. Donc, pour nous, ça nous paraissait une technique qui n'était pas la plus efficiente en termes de coût, en temps humain pour les chercher et surtout après, ouais, en termes de résultats. Ce qui ne fait pas obligatoirement des nids, il peut faire en qualité ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Enfin, ça a été notre chance. Ouais, sur les Hauts-de-France, c'est la deuxième technique la plus utilisée après les noisettes, oui. Voire même en équivalence. Dans la Somme, ils utilisent plus les nids que les noisettes presque. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu la conclusion de toute cette étude, c'est que l'efficacité des méthodes fluctue énormément en fonction des régions. Comme on peut le voir, par exemple, dans le Morvan, là où j'ai fait l'étude, j'ai trouvé aucun nid. Donc voilà, c'est pour ça. Oui, pour les nids, je confirme un peu que ça dépend vraiment des régions. En Bretagne, il y a beaucoup de muscardins, mais il y a très peu de nids. Moi, j'en ai pas eu quelques-uns en une dizaine d'années, mais très peu. Et j'avais une question sur les autres indices de présence d'origine végétale, comme les noyaux de prunelle, les noyaux de Meurice et les akènes de charme. Oui. Pourquoi ils ne sont pas évoqués? Alors, je sais que pour le grand public, c'est plus délicat parce que l'identification est plus difficile, mais avec un peu d'habitude pour les bénévoles très engagés ou les professionnels, c'est des indices de présence importants. En Bretagne, en bon tiers de la région, il y a assez peu de noisetiers, et notamment les noyaux de Meurice, c'est vraiment très, très efficace. Oui, tout à fait. Je suis allée assez rapidement. J'ai parlé que de la recherche de noisettes parce que c'est la plus connue. Mais dans le protocole, on a ajouté aussi les noyaux de Meurice qui sont assez faciles. Moi, j'en ai observé notamment sur le terrain. Et effectivement, on peut déterminer le muscardin assez facilement. Donc, merci de le rappeler. Une question pour Julien. Simplement une alerte, une information en réponse à ta question. Il s'avère, d'après les données qui remontent maintenant, que le muscardin est beaucoup plus plastique qu'on ne pense dans ce habitat. Deux indications très rapides, il était trouvé dans la Drôme, dans des prairies à grande berce, donc vraiment des prairies uniquement à grande berce, donc à 1m20, 1m50 de haut, et il est dans les capitules, il n'est pas là-dedans. Il était trouvé récemment dans le Vaucluse, dans des alignements de cannes de Provence, hein, ce qui veut dire que la bestiole est beaucoup plus plastique qu'on ne croit en termes de section d'habitat. Ça répond quand même à des structurations végétales normalement basses, mais par exemple sur un des sites qu'avait Julie, on a eu la surprise. Il y avait, au sol, c'était pratiquement ras, et que des feuilles, que des bouquets de noisetiers, mais de 8 à 10, 12 mètres de hauteur, avec une canopée continue, et en fait, aux appareils photo, on le voyait systématiquement descendre
Donc aller chercher les nids à UV dans la canopée de forêt, on les aurait pas eu. Donc vraiment, on n'écarte pas les nids, simplement selon les milieux, selon les trucs, très variable. A priori, la méthode qui marche partout en premier, elle vous l'a dit, sont les noisettes, mais localement, l'imagination est à libre cours à l'imagination. Okay, c'est surtout dans les blocages en fait que ça peut être vraiment pertinent. Là où les noisettes sont très dures à trouver parce que les taillis, les ronciers continus en fait, des ronciers continus, et sur les ronciers continus c'est plus simple de repérer des lignes posées sur les ronciers que les chercher dessus. Oui, tout à fait, ouais. Et surtout j'imagine de prospecter plutôt en automne quand il n'y a plus trop de végétation, tout à fait. On n'a plus le temps. Ah non, désolé. On peut en discuter après avec plaisir. Oui, c'est ça.